Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Arkel, Monsieur Parnas et Monsieur O'Brien, merci d'avoir accepté de participer à ce débat en vue des élections gouvernementales qui se tiendront lundi 25 et mardi 26 avril. Pour information, Madame Kibo est malade et s'excuse de ne pouvoir être présente ce soir. La soirée se déroulera en 2 actes. Premier acte, le débat à proprement parler autour de 5 grands thèmes. La révision des codes de loi, les auto-entreprises et associations, les mairies, le rôle et les missions du gouvernement aujourd'hui, la politique de sécurité. Nous essaierons autant que faire se peut de donner pour chaque thème le même temps de parole à chaque liste. Et enfin, deuxième acte, les questions citoyennes que nous avons pu recevoir sur notre messagerie entreprise. Mais vous pourrez aussi, vous qui êtes dans le public ce soir, prendre la parole et poser directement vos questions aux candidats. Un journaliste se tiendra à disposition pour vous donner la parole et un micro. Mais donc tout de suite, nous commençons par le débat. Depuis lundi, les candidats font campagne. Vous avez pu les croiser sur votre lieu de travail et peut-être déjà échanger avec eux. Le Weasel News a par ailleurs réalisé une interview des 2 listes que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Monsieur Arkel, avec Madame Kibo, vous vous présentez comme les candidats de la stabilité. Monsieur Parnas, Monsieur O'Brien, vous vous annoncez comme la liste du changement. À vous de convaincre ce soir les citoyens de San Andreas, et ça commence tout de suite avec donc le premier thème de ce débat, la révision des codes de loi. Restructuration, meilleure compréhension, réécriture totale, ajout de décrets. Voici les mots que l'on peut lire dans vos programmes respectifs. Mais concrètement, comment souhaitez-vous vous y prendre? Quelles modifications allez-vous apporter au code de loi si vous êtes élu? Monsieur Arkel, c'est à vous de répondre en premier. Bonsoir à tous, merci Rosita. Merci à tous d'être venus. Alors, pour les codes de loi, effectivement, il faut qu'on tende vers une 3e version. Il y a une première version qui est arrivée il y a très très longtemps, une deuxième qui est arrivée, on va dire, début juin, début janvier de l'année dernière. Il faut qu'on tende vers une 3e version qui soit beaucoup plus proche de ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle au quotidien, que ce soit au niveau des forces de l'ordre sur le terrain ou au niveau du civil. Néanmoins, une révision ne peut pas se faire en une journée. Ça va prendre du temps. Il y a des choses qui vont forcément être enlevées ou qui vont être rajoutées. Et c'est pour ça que certains passages des codes de loi vont se faire à travers les décrets dont on parle dans le programme. Le décret va permettre très rapidement d'établir des règles de fonctionnement dans la ville et peuvent même être repris par les mairies au nord et au sud pour être mis à jour. Typiquement, le code de la route, ça peut être géré par un simple décret d'1 ou 2 pages stipulant les vitesses et qu'on conduit à droite. Je vous le fais en gros, il y aura peut-être un peu plus que ça. De même pour les taxes. Vous avez déjà vu d'ailleurs les taxes d'habitation fixées par les mairies depuis leur arrivée, et ça se fait par décret. Plus besoin d'une code de loi, donc pas besoin de révision de code de loi pour ce genre de choses. Il y a pas mal de codes qui peuvent être éliminés. Il y a donc réduit. À l'inverse, les codes de loi font aussi partie de l'essence même de Sant Andreas tel que vous le connaissez, et ce depuis déjà assez longtemps, et il faut en garder l'essence même. Pourtant, et pour autant, il ne faut pas forcément l'alourdir et plutôt l'alléger. Quand on a refait des révisions de code de loi, on est tombé sur des bouts de code qui ne servent à rien, qui sont vieux, qui ne sont carrément plus à jour. Maintenant, si on est amené à alléger le code de loi, il faut aussi que les citoyens prennent leur part dans cette démarche. À l'heure actuelle, si votre code de loi est très lourd, c'est que tous les jours et tous les mois et toutes les semaines, il a été enrichi parce qu'on s'est trouvé et on s'est confronté, que ce soit du côté des forces de l'ordre et de l'administration, à certaines passes d'armes entre les citoyens, quels qu'ils soient, et ce code avec les fameux ça n'existe pas, donc on peut le faire. Et à chaque fois, il a fallu qu'on trouve une réponse. Et la réponse a été de le mettre dans le code de loi. Peut-être que si on arrivait à tous travailler ensemble et conjointement à éliminer ce terme de notre langage et de nos usages, on pourrait déjà avoir un code de loi à peu près réduit de moitié et beaucoup plus compréhensible pour tous, beaucoup plus simplifié, ce qui va rendre plus facile la tâche des forces de l'ordre, mais aussi du civil, de l'administration, des mairies, enfin bref, de tous. Voilà. Et bonsoir tout le monde. Alors, pour la révision du texte de loi,
pour nous, ça paraît à peu près simple. C'est aujourd'hui revoir déjà avec les chefs de service et chefs de poste qui sont les forces de l'ordre, revoir toute l'utilisation des lois qui sont imposantes pour les forces de l'ordre. De secret, des décrets qui peuvent être amenés, mais aujourd'hui, une révision totale des codes de loi sont importantes. Aujourd'hui, on se perd totalement. Code pénal et les procédures de code pénal, 40 pages. C'est trop important pour nous. Aujourd'hui, nous, ce que nous voulons faire, c'est restructurer totalement le code pénal et les amendes avec les chefs de service. C'est tout pour moi. Merci, monsieur Arkel, merci, monsieur O'Brien. Monsieur Parnas, vous n'avez rien à ajouter? Je pense que c'est assez clair. Il est important de tout supprimer pour tout recommencer, pour arrêter d'avoir des textes de loi qui s'agglutinent de plus en plus et avoir des lois qui expliquent exactement ce que tout le monde sait. L'exemple banal est d'expliquer ce que c'est le trafic de stupéfiants. Ça ne sert strictement à rien. D'expliquer ce que c'est la consommation de stupéfiants, tout le monde le sait. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. C'est un thème qui est au cœur des programmes de nos candidats, la valorisation des associations et des auto-entreprises. Une révision des textes de loi a déjà eu lieu le 6 et le 31 mars pour mettre à jour certains points concernant les associations, la définition notamment des associations caritatives, des partis politiques et la révocation, l'ajout complet d'un article autour des auto-entreprises. Que reste-t-il à faire sur ces points? Comment mettre en avant et dynamiser les associations et les auto-entreprises de San Andreas? Nous allons commencer par la liste de M. Parnas et M. O'Brien et nous passerons ensuite à M. Arkel. Sur ce niveau-là, et bonjour à tous, c'est vrai que je vous ai pas dit bonjour, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. La première chose, c'est qu'on a constaté que il y a des événements qui sont créés, des événements pour regrouper l'ensemble des associations, mais au final, à part ces 10 membres d'association, il y a personne qui va. Donc ça ne sert à rien, ça veut dire qu'on perd son temps. On perd son temps, pourquoi? Parce qu'ils sont pas mis en valeur ailleurs. Donc, notre idée, elle est d'essayer de mettre en valeur les associations par d'autres moyens. D'autres moyens qui consistent, à demander aux mairies de les pousser, de pousser les associations qui ont pied sur rue chez elles, et deux, de voir aussi s'il est possible, au niveau de l'intranet, par exemple, de faire un lexique, un regroupement, un annuaire de ces associations. Ça permettrait d'avoir des numéros de téléphone, de savoir qui on contacte et de quelle manière on le contacte. Ensuite, il est clair que le gouvernement doit aider à la publicité de celle-ci, quel que ce soit au niveau des associations ou au niveau des auto-entreprises. Tout à l'heure, on parlait avec un auto-entrepreneur qui nous disait « Mais ok, d'accord, je veux bien payer des taxes, mais alors pourquoi je le ferais? Parce que de toute façon, j'y gagne rien. » Et c'est vrai, c'est la vérité. C'est exactement la vérité. Donc, c'est au gouvernement, c'est aux mairies à mettre en valeur ces associations, ces auto-entreprises, pour leur fournir un support, quelque chose de concret, qui leur permettra d'avancer. Du coup, effectivement, les auto-entreprises ont besoin d'un peu plus de visibilité. On a fait 2 événements au cours du mandat permettant de les mettre en avant, un plus visible que l'autre et un peu plus mis en avant. D'ailleurs, on l'a vu, les résultats de personnes qui se sont regroupées ou qui ont rejoint les auto-entreprises et les associations. En tout cas, les associations ont fait un bond en avant. Effectivement, travail de mise en place précédemment, puisque les caritatifs et les partis politiques, dont vous avez ouvert M. Parnas d'ailleurs, et moi-même, je m'en occuperai un peu plus tard, mais on a effectivement la possibilité maintenant de mettre ça en avant. Il faut continuer à apporter de la visibilité, apporter de l'aide. Ça passera sûrement par justement, pourquoi pas, du conseil dans la gestion d'auto-entreprise, si les gens en ont besoin, par exemple, ou d'accompagnement un peu plus poussé. La visibilité, pourquoi payer des impôts à l'heure actuelle sur l'auto-entreprise? Tout simplement parce qu'effectivement, vous générez un revenu, effectivement, il faut le concevoir. Par contre, effectivement, derrière, techniquement, quand vous payez au gouvernement, vous avez le droit de bénéficier à certaines choses. Il faut savoir, alors, et en excuse si ça n'a pas été assez dit et redit, que lorsque vous concevez une auto-entreprise à l'heure actuelle ou une association, vous avez le droit de la publication gratuite, payée par le gouvernement, auprès du Weasel News. Et entre autres pour ça que l'on vous reçoit et que l'on discute. Alors, peut-être qu'effectivement, on ne l'a pas assez répété ou assez dit et on en est navré, on s'en excuse du coup. Mais
il faut un accompagnement et il faut continuer de vous mettre en avant. Le lexique, très bonne idée, je le conçois. D'ailleurs, à l'heure actuelle, toute personne qui vient demander le lexique complet et le bottin des associations et des autres entreprises peut le demander au gouvernement. Il est donné volontiers, tant que ce n'est pas pour des valeurs marchandes auprès du demandeur. Nous avons 2 listings complets disponibles. Voilà. Je vous remercie, M. Raquel, déjà d'effectuer et de considérer nos idées. Je pense que c'est une bonne idée. Moi, j'ai un petit point à rajouter. C'est vrai que tant que vous y étiez, vous avez parlé de parti. Et un parti, à l'heure actuelle, c'est une association. C'est une vraie problématique parce que ça voudrait dire qu'un gouvernement pourrait, à l'heure actuelle, refuser une association. Alors vous allez me dire, oui, mais quel gouvernement refuserait une association? Eh bien, ça existe. Il y a des associations qui ont été refusées. Et c'est aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un vrai effort de tout le monde pour le faire et pour mettre en avant ces auto-entreprises et ces associations qui pourraient être faits. Les partis doivent pouvoir être légalisés de manière à pas faire du blabla pour du blabla, mais par contre, de notre côté, on a décidé, entre guillemets, si on est élu, d'imposer le fait d'être membre d'un parti pour accéder à une place, à une élection. Et donc, de ce fait, il faut aussi pouvoir autoriser et obliger un gouvernement à accepter un parti parce qu'il n'est pas concevable qu'on puisse refuser celui-ci. Ça sera tout pour moi. Donc, thème numéro 3, les mairies, avec la mise en place des comtés de Blaine et de Los Santos par décision fédérale le 14 février dernier. Donc, nous avons assisté à la création des mairies, donc aujourd'hui dirigées par M. Loaneo au sud et Mme Ashwin Higuera au nord. Si ce point est évoqué dans vos programmes, M. Parnasse et M. O'Brien, et il n'en est pas fait mention dans ceux de M. Harkel et Mme Thibault. Pourtant, M. Harkel, vous étiez déjà gouverneur en place lors de cette création et vous avez dû être amené à travailler avec les élus depuis maintenant 1 mois et demi. Qu'est-ce que vous avez mis en place sous votre mandat précédent et quel va être le rôle des mairies si les citoyens choisissent de voter pour vous à nouveau? Alors, effectivement, on n'en fait pas part dans notre campagne. Il y a donc maintenant, après a priori 6 semaines, les mairies sont arrivées et ont bouleversé le paysage complet dans le fonctionnement de notre État. Vous avez 2 comtés distincts, ils récupèrent les impôts, ils ont des tâches. À l'heure actuelle, on est évertué à les accompagner, à leur fournir ce qu'il fallait, à les financer dans le cas de certaines décisions ou de certaines modifications, puisque par la suite, on le sait tous, par exemple, les parkings sont devenus payants, les extensions de parking, certains frais annexes des forces de l'ordre aussi ont dû être mis en avant, le BCES à son ouverture a eu besoin de financement. À l'heure actuelle, les mairies vont continuer d'être accompagnées, en tout cas si vous nous choisissez, on va continuer de travailler dessus, les accompagner dans leur fonctionnement. Je vais pas, avec le gouvernement, j'ai pas en tête, à l'inverse, de les tenir par la main. On va essayer, à l'heure actuelle, de continuer sur notre lancée. Il y a des mises au point à faire, il y a des choses à trouver, typiquement peut-être trouver des fonds de finances supplémentaires en collaboration avec les mairies, sans pour autant que ce soit le gouvernement qui aille, entre guillemets, faire du bouche à bouche pour les aider à fonctionner. Je pense qu'il y a d'autres voies de recherche. Par exemple, peut-être récupérer une partie de tout ce qui est loisirs et le développement des loisirs, par exemple dans le Nord, qui ont besoin d'un peu plus de ressources à l'heure actuelle. Les mairies, je suis fier du travail qu'elles font. C'est un vrai plaisir de travailler avec elles en tout cas, que ce soit du côté de M. Loaneo ou de Mme Ashwin Higuera. Quoi qu'il arrive, ça a été un vrai plaisir de partager ces 6 semaines de mandat avec eux et de les accompagner aussi bien qu'on puisse le faire. Et je pense qu'on peut encore faire mieux, je le cacherai pas. Mais oui, effectivement, le but c'est de garder une indépendance des mairies et de pas forcément avoir le gouvernement derrière eux, simplement de travailler de commun à un niveau un peu plus local. Voilà. M. Parnasse, M. O'Brien. Oui, ça va être pour moi.
la vision qu'on a au niveau des mairies est un peu différente de celle de Monsieur Harkel. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, pour nous, la façon dont on voit les choses, la mairie est mal utilisée. Elle est mal utilisée parce que une mairie, ça devrait être le premier endroit où vous soyez accueillis. Accueillis. Oh putain, je suis plus français, moi. L'important, c'est d'avoir un contact avec le citoyen. Et à l'heure actuelle, le contact avec le citoyen, il est géré au niveau du LSAS. Alors c'est sans doute très bien, ça permet d'avoir toujours le même discours pour tout le monde, mais qui mieux que son maire pour vendre son comté? Qui mieux que son maire pour vendre ses entreprises? Qui mieux que son maire pour savoir exactement le nombre de places et les personnes que recherchent les RH dans les différentes entreprises? Je pense qu'il n'y a personne qui est capable de faire mieux qu'eux. Et pour ça, on va prendre les tickets qui sont donnés au LSAS et les diviser en deux. La moitié ira au nord, la moitié ira au sud. Et chaque citoyen, chaque nouveau citoyen, pourra aller chercher au nord et au sud ses 10 tickets. Le gouvernement paiera la note à la fin. Il n'y a aucun souci avec ça. Chaque fois, les maires paieront et ensuite ils viendront réclamer en début de semaine l'argent qu'ils ont payé la semaine dernière. On va faire la même chose sur les primes CDI. Pourquoi? Parce que les primes CDI, ça permet de voir qui a pris un CDI dans une entreprise ou dans une autre. À partir de là, eh bien, on va simplement donner l'argent, rembourser l'argent plus précisément, aux mairies. Et de cette manière-là, mais chaque maire, chaque conseiller en mairie pourra voir qui travaille dans son comté. L'intérêt, c'est quoi? C'est de créer une communication, de créer un contact entre les gens. Et ce contact, il va permettre de mieux se connaître et pouvoir mieux aider les différentes personnes aux mairies. Voilà en ce qui nous concerne. On va rattaquer avec le thème numéro 4, le rôle et les missions du gouvernement, puisqu'on l'a évoqué lors du thème précédent. Avec la mise en place des mairies, on peut s'interroger aujourd'hui sur la place du gouvernement. Si on reprend l'organigramme qui a été publié le 13 avril, sur lequel on se rend compte que seuls les park rangers et l'inspecteur interne dépendent à l'heure actuelle du LSAS. Monsieur Parnas et Monsieur O'Brien, vu que c'est vous qui allez commencer, quels sont vos projets particuliers pour ces deux services? Quelles seront les autres missions du gouvernement si votre liste est élue? Notre vision sur les missions du gouvernement, elles sont assez claires. Le gouvernement, c'est le chef d'équipe. C'est pas lui qui va dire vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça, mais par contre, c'est lui qui va veiller à ce que tout le monde avance. Tout le monde avance dans le bon sens et tout le monde avance de la bonne façon. Pour ça, mais il faut simplement réussir à avoir les équipes qui se voient. À l'heure actuelle, on se retrouve avec des équipes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble ou qui travaillent très très peu ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est déjà, on veut instaurer de la réunionnite aiguë. C'est pas vrai du tout. On veut instaurer des réunions, des courtes réunions chaque semaine avec les différents acteurs qui sont nécessaires. C'est-à-dire que chaque semaine, on verra les maires, parce que c'est quand même important. Toutes les 2 semaines, on verra les maires, les chefs de service public, les... bah oui, c'est bon. Et alors, chaque semaine, on verra aussi l'Assemblée. Pourquoi? Parce que je peux vous dire que moi, la dernière réunion qu'on a fait avec l'Assemblée, et donc officiellement en soi la dernière réunion où entre guillemets les syndicats des différents groupes, que ce soit employés ou patrons, ont pu exprimer des choses, elle date en fait c'est la nomination du procureur général. Et ça c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a des organes qu'on crée, qu'on met en place, et au final, on ne discute pas ensemble. Je pense que l'intérêt, il est de pouvoir essayer de discuter vraiment ensemble et d'apporter ces choses-là. De cela, le gouvernement, même si dans l'organigramme de Monsieur Harkel, effectivement, il n'y a que l'inspecteur et les park rangers qui y sont attachés directement, c'est lui qui définit la politique de sécurité et la politique de santé. Donc, de par escient, il communique avec les maires pour leur donner les missions qu'ils doivent faire. Pourquoi s'embêter à faire un jeu de chaises musicales quand on peut avoir une réunion à 3 ou à 5 pour donner ces données-là? Ça ne sert à rien. Et c'est perdre son temps. L'autre avantage de toutes ces réunions, c'est que ça va permettre à un chef de service de dire pour le moment, il y a ça qui marche pas trop. Et à partir de là, on peut acter ensemble de comment on va fonctionner pour la suite. On peut acter ensemble de dire ok, d'accord, il y a ça comme problème, on va le résoudre ensemble, on va trouver la solution ensemble, et après, on passe à la suite. Voilà pour nous. Merci Monsieur Parnas. Monsieur Harkel, je vous laisse prendre la suite.
Alors, un petit point sur l'organigramme. L'organigramme était principalement communiqué pour vous donner à peu près les grandes lignes du qui nomme qui, principalement, et pas qui gère quoi. Qui donne quoi. Effectivement, le gouvernement est le chef d'orchestre de cette grande communauté de fonctionnaires et d'assemblées. À l'heure actuelle, effectivement, je le conçois, la commission a été réunie pour la dernière fois pour la nomination de Monsieur Bishop, de mémoire. Et on l'a peut-être pas fait assez souvent. On l'a peut-être pas sollicité assez souvent. Néanmoins, on avait les acteurs individuellement au téléphone où on les croisait au moment on les croisait au LSAS entre autres pour parler. La politique sécuritaire et les autres politiques sont effectivement impliquées par le gouvernement qui va expliquer, qui va donner aux maires ainsi qu'au bureau du procureur, ainsi que les park rangers, etc. leur mission, leur vision de ce qu'ils veulent dans les prochains temps, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. À vous de voir comment on peut l'appliquer. Et puis après, c'est les chefs différents qui vont les appliquer aux proches de leur service ou qui vont refaire descendre au LSPD, au LSES, BCES, etc. Les ordres de mission, entre guillemets, donnés par le gouvernement. Le gouvernement est donc l'organe central de notre État dans le fonctionnement. Et il ne faut pas le couper du reste du monde. Et c'est pour ça que quand, par exemple, effectivement, l'idée de distribuer les tickets dans les mairies reste en soi une bonne idée, je pense qu'effectivement, ça permet aux citoyens de passer au LSAS et de rencontrer son gouvernement et de discuter avec lui, déjà de base, de prime abord, en arrivant. Ensuite, peut-être, effectivement, il faut aborder adapter sa politique en fonction des résultats et être plus en avant et être plus dans l'attente des résultats et être plus proactif. Néanmoins, il y a énormément de travail au LSAS à l'heure actuelle qui sont faits à droite et à gauche avec différents assistants qui travaillent. Donc, il faut se réunir, etc., mettre au point. On ne va pas rentrer dans les détails, mais effectivement, il faut qu'on soit plus directement au cœur même de notre système. Et peut-être qu'effectivement, recevoir plus et je le conçois, là-dessus, on a pêché. On a pêché largement avec Catardo et je l'assume, plus au contact des assemblées et des commissions, mais aussi des mairies et des chefs de service. On s'est reposé trop facilement sur le fait que la mairie soit directement en contact avec le LSPD et le BCSO, le LSES et le BCES pour les laisser gérer, nous remonter les informations quand nécessaire, ce qu'ont fait les mairies d'ailleurs, et c'est ce qu'on attendait d'elles, elles l'ont fait, mais on n'a peut-être pas été directement court-circuiter la mairie et aller directement prendre l'information ou prendre l'attention. On l'avait au fur et à mesure que M. O'Brien, par exemple, shérif ici présent, qui se présente, ou M. Billups nous appelait pour nous dire attention, il y a ça. Ah, on n'était pas au courant. Et là-dessus, peut-être on s'est loupé. Mais ça, effectivement, ça se corrige avec le temps. Maintenant qu'on a des mairies qui sont installées et qu'on a un État fonctionnel, on va pouvoir retravailler à cette façon de voir le gouvernement et peut-être de le rendre plus dynamique et plus accessible. Merci, M. Herkel. Je vais juste revenir sur un point qui n'a pas été évoqué. Aujourd'hui, on a deux services publics qui dépendent encore du LSAS. Je vais le répéter, ce sont les park rangers et l'enquêteur interne. On va recommencer dans l'ordre, c'est-à-dire je vais poser la question à M. O'Brien et M. Parnas et ensuite vous, M. Herkel. Est-ce que ça a vocation à rester comme ça ou des changements sont peut-être à venir? Non, le poste d'enquêteur interne ne restera pas au LSAS. Comme d'ailleurs l'ensemble des autres postes qui y sont, le cas échéant, si vraiment il en ressent le nécessaire, un conseiller sera un ou une conseillère seront pris au LSAS, mais non. Ce ne sera pas. Pourquoi? Tout simplement parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de boulot au LSAS, mais un des boulots principaux, c'est aussi d'accueillir le citoyen et d'attendre l'arrivée de celui-ci. C'est pas ce qu'on veut, et c'est pour ça qu'on envoie, là, entre guillemets, la balle, à ce niveau-là, on envoie le métier d'accueil aux mairies de façon à ce que ça puisse être réglé. Au niveau de la section des park rangers, oui, il est important de continuer le travail qui est effectué, mais oui aussi, il faut prendre le temps de revoir avec eux leur rôle et leur mission.
Pourquoi ? Parce que ça c'est pas fait. Ça n'a pas été fait depuis la base. Et au final, la plupart des personnes qui sont dans la salle ici ne savent pas quel est leur vrai métier, quel est leur vrai emploi. Et ça, c'est dommage parce que beaucoup de personnes se disent, on paye des gens, mais on les paye pour rien. Alors que non, je suis sûr et certain qu'ils font du boulot extraordinaire et qu'il y a du boulot extraordinaire à faire. Maintenant, il faut pouvoir voir avec eux quel est celui-ci et pouvoir les mettre en valeur. Alors, de mon côté, effectivement, nous, on a prévu garder de l'emploi au LSAS, déjà parce que c'est des emplois, et ça peut toujours, et on en a, entre guillemets, besoin, des gens sont demandeurs, autant en profiter, et puis ça permet de soulager certains pôles au LSAS. Et d'avoir des fonds de réflexion, d'avoir une sorte de conseil municipal qui permet de réfléchir aussi en gros, et chacun avait des tâches précises au LSAS, typiquement. Je prends Madame Yana Kibo qui se présente avec moi. Elle a travaillé justement sur une partie, pour répondre, des park rangers. Il y a un axe de réflexion qui est fait là-dessus, sur ce que l'on peut faire, la gestion des quotas, l'amélioration de leurs services, l'amélioration aussi de la vision qu'on peut avoir d'eux, pour que justement vous soyez plus à même de savoir quoi faire effectivement et de quoi attendre des park rangers. L'enquêteur interne, lui, est voué à rester entre guillemets au LSAS, même s'il dépend du bureau du procureur. Pourquoi il reste au LSAS et pas au bureau du procureur, alors qu'il est rattaché au bureau du procureur, d'ailleurs, pour information? C'est simplement pour justement qu'il ne soit pas confronté au dossier du bureau du procureur et que s'il y a quoi que ce soit, il puisse rester totalement indépendant vis-à-vis de cette vision-là. C'est quelque chose qui me tient à cœur, les enquêteurs internes en général, puisque c'est les garants de nos services publics, entre autres, alors même s'ils ont un peu de fiscalité à faire, mais c'est les garants de nos services publics et c'est important qu'ils soient coupés du reste, un peu isolés, pour justement avoir simplement l'information qu'ils vont rechercher pour être plus justes dans leur manière de gérer ça. Donc effectivement, les park rangers vont sûrement subir une mutation, les mettre à jour par rapport à nos besoins. Les enquêteurs internes, eux, sont voués à rester là où ils sont. Après, pour ça, il faudra que on retrouve, parce que effectivement, M. Efiro va quitter le service d'ici peu. Et puis, l'emploi au LSAS va être maintenu de manière à pouvoir avoir des contacts en cas d'indisponibilité du gouvernement, ou simplement des personnes aptes à réfléchir à certains axes en travail, en binôme ou autre, auprès de chacun. Je peux réagir ? Allez-y, monsieur Parnasse. J'aimerais bien réagir sur deux points qui sont très importants. Vous nous avez parlé de Madame Kibo qui a travaillé sur les park rangers, mais vous nous avez aussi dit durant l'interview que vous avez fait avec le Weasel que vous ne les avez pas vus. Donc, je suis d'accord, peut-être que vous bossez sur les park rangers, mais si vous ne les voyez pas, vous ne travaillez pas en équipe. Attendez, j'ai pas fini. Ensuite, il y a un second point qui je pense est important. Oui, effectivement, l'enquêteur interne, c'est important d'avoir quelqu'un qui peut faire des enquêtes en interne pour savoir s'il y a des couilles et pour vérifier que l'ensemble de nos services publics soit propre. Néanmoins, au final, ça fait 3 semaines qu'on cherche un enquêteur interne et personne ne veut y aller. Peut-être qu'en fait, personne ne veut y aller parce que il est au LSAS et qu'il s'emmerde comme un rat mort. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'avoir un enquêteur interne, le cas échéant, rattaché, réellement, travaillant avec les procureurs, pouvant les aider sur leur mission, au lieu d'avoir quelqu'un perdu au LSAS qui s'embête? Alors, park ranger, pourquoi à l'heure actuelle, comme je l'ai dit dans l'interview, on n'est pas été encore les voir? Tout simplement parce que c'est un fond de réflexion. Je pars pas de base sur une réflexion ou sur un axe sans avoir un minimum de choses à proposer aux gens. Et puis après, on retravaille et on en travaille au bois. Mais avant d'aller les voir et de leur dire écoutez, il faut qu'on fasse ça ou machin, on va y travailler. Et après, on va ouvrir une table ronde pour en réfléchir avec eux. D'ailleurs, le chief Varanger a été mis au courant. L'enquêteur interne est déjà en travail avec le bureau du procureur. Dans les enquêtes fiscales, d'ailleurs, entre autres, que le bureau du procureur lui envoie sur la partie fiscalité ISF, mais aussi dans les ouvertures d'enquête, les recours ou autres. Il est déjà. C'est juste qu'au lieu qu'il soit dans les mêmes bureaux et donc entendre toute la journée les affaires, il est rattaché au LSAS. Mais il travaille avec le bureau du procureur à 100%. Effectivement, à l'heure actuelle, on a une pénurie de recrutement sur l'enquêteur interne. Alors, c'est un poste qui ne vend pas du rêve en général, on le conçoit.
puis ici, on a essayé de trouver quelqu'un rattaché au service de police, principalement, puisqu'il y a un travail d'enquête, et c'est essentiel d'être formé à ce sujet-là. Donc, effectivement, vous avez depuis 3 semaines un enquêteur interne qui n'est pas présent. Après, je ne vais pas lui jeter la pierre. Et vous avez effectivement un recrutement en cours. On a des candidats qui se sont présentés. Il faut qu'on les reçoive pour voir ce qu'il en adviendra peut-être avant la fin du mandat. Et en gros, le bureau du procureur et l'enquêteur interne travaillent ensemble. Attention, hein, loin de moi de dire que M. Efiro et son absence soient injustifiés ou quoi que ce soit. La seule chose que je dis et que nous disons, c'est qu'à l'heure actuelle, le poste comme il est fait là et comme il est maintenu de cette façon-là n'est pas intéressant et personne ne veut y aller pour ça. Alors vous nous dites que vous avez des recrutements, je vous crois sur parole, il n'y a pas de souci avec ça, mais au final, est-ce que réellement ce poste a un intérêt d'être où il est, ou est-ce qu'il ne serait pas plus efficace et mieux utilisé en étant rattaché directement et en travaillant main dans la main, en équipe, avec le bureau du procureur. Et ça revient sur la grosse différence de psychologie que nous avons là-dessus et la grosse différence de pratique. Vous arrivez avec déjà quelque chose de prévenu, de fait, de prêt. Moi, ce que je veux faire et ce que nous voulons faire avec M. O'Brien, c'est ramener les acteurs ensemble et discuter ensemble de ce que nous voulons. On établit les grandes lignes. Ensuite, effectivement, le LSAS bosse, il crée un papier, il crée une loi, il crée un arrêté, il crée un décret. Et de cette manière-là, on aura déjà des choses intéressantes à des personnes, on aura d'autres avis. Je ne pense pas que les têtes pensantes sont au LSAS. Les têtes pensantes, elles sont dans la ville en train de travailler. Elles vivent leur métier, elles vivent leurs choses, et c'est à ce moment-là qu'elles ramènent des informations importantes. Nous ne sommes que les personnes qui allons récolter l'information pour pouvoir la remettre et la remettre à plat pour tout le monde. Alors, dernier thème de ce débat, donc la politique de sécurité. Ces dernières semaines, ces derniers jours, des employés d'entreprise ont été malmenés par différents groupes criminels. Menaces, agressions, vol de plusieurs mules, camions. Beaucoup ont critiqué l'immobilisme du gouvernement sur ces dossiers où des civils étaient pris pour cible. Monsieur Arkel, qu'avez-vous à leur répondre? Quelle politique de sécurité comptez-vous mettre en place pour faire face à ces situations? Alors, effectivement, nos citoyens ont été un peu malmenés. On a eu effectivement différentes affaires, entre autres le camion de Rogers qui a trouvé solution. Nous avons eu des vols de mules suite à visiblement un bouleversement de certains véhicules et de fonctionnement. Et là-dessus, bon, faut faire avec et on va devoir s'adapter. À l'heure actuelle, la police, le bureau du procureur, les services dédiés ont fait un admirable travail pour essayer de résoudre la solution précédemment et ont pleinement la confiance du LSAS, en tout cas la mienne, et je pense celle de Mme Thibault, je peux parler un peu en son nom à ce sujet-là. Il faut trouver une solution pour que les citoyens soient à l'heure actuelle en sécurité. Et ça va passer effectivement par la fonte des lois dont on a parlé, mais ça va aussi passer par un aménagement des peines un peu plus contraintes, peut-être trouver une solution pour dissuader le criminel d'aller prendre un camion poubelle, une mule, autre, ou simplement d'aller embêter le citoyen. Mais on rappelle aussi en même temps que vous avez certains citoyens à l'heure actuelle qui se sentent en sécurité avec les criminels et qui ont donné un peu l'impression que le criminel peut faire ce qu'il veut à certains moments sans être impuni. Et ça, c'est dommage. C'est dommage de voir un criminel traverser la route, traverser un civil, excusez-moi, traverser la route pendant un braquage de supérette en laissant le criminel impuni et en empêchant les forces de l'ordre de faire leur travail puisqu'ils croisent leur ligne de feu. Ça, à l'heure actuelle, il faut trouver aussi une solution parce que c'est pas acceptable. Ça permet de pas mettre en sécurité le civil, ça permet de pas mettre en sécurité les forces de l'ordre et le criminel aussi, lui, est pas en sécurité parce qu'il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment et ça peut déraper. Effectivement, la ville a eu des soucis ces derniers temps. Maintenant, il a été régulièrement dit que les soucis n'étaient pas aussi importants que ça. Maintenant, je pense que ça a été un peu minimisé dans certains partis et dans certains points de vue, et d'autres, ça a été aussi amplifié. Je serais incapable de vous dire quelle est la vérité. Néanmoins, les citoyens ont besoin d'être sécurisés et rassurés. Et il faut qu'on travaille là-dessus, que ce soit avec les patrons, avec les forces de l'ordre,
quitte à faire un conciliabule là-dessus pour trouver une solution pour que nos forces de l'ordre puissent faire un travail adéquat, au moins pour les sécuriser, les civils, et peut-être que les civils réalisent que en aidant les criminels ou en laissant pas la place aux forces de l'ordre pour faire leur travail, certaines situations empirent de plus en plus. Je n'ai pas envie de stigmatiser. Je pense que c'est pas la façon dont nous avons procédé avec Mike Martin, avec Alexandra au Black Hat depuis longtemps. L'important au niveau de la sécurité, c'est de prévoir des règles du jeu. On fixe les règles, on les assume, et à partir du moment où les règles sont connues de tous, eh bien chacun assume les règles et les fait dans le respect mutuel. Les règles du jeu, pour nous, c'est lesquelles ? Il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Les forces de l'ordre, les services publics, les citoyens. On ne touche pas à cela. Pour cela, nous serons fermes et nous serons durs. Pour le reste, nous serons ouverts. Maintenant, il y a aussi des choses et des faits qui sont réels. À l'heure actuelle, il y a des amendes qui donnent plus envie de tirer sur les policiers que de se les prendre. À l'heure actuelle, il y a des peines qui sont plus dangereuses pour nos forces de l'ordre et pour les personnes ayant commis un crime que pour sécuriser les citoyens. Il faut trouver un équilibre sur tout cela. Cet équilibre doit être trouvé avec le commissaire, avec le shérif, avec le chief et avec les syndicats des différents services publics. De cette manière-là, on mettra tout le monde autour de la table pour voir à quel moment les peines deviennent trop dures. Maintenant, oui, il y a des choses sur lesquelles il faut être intransigeant. Les civils, les forces de l'ordre, les services publics. Je vais me permettre de répondre parce que là-dessus, je pense qu'avec M. Parnas, on est totalement d'accord et en adéquation. Il est inacceptable de toucher aux forces de l'ordre, aux civils, à nos médecins, aux services publics, que ce soit les mairies, que ce soit le gouvernement. Et là-dessus, quel que soit le gouvernement que vous élirez, je pense que le dialogue sera à peu près le même. Il est important à l'heure actuelle que tout le monde puisse vivre sereinement et en bonne et due forme, sans crainte pour sa vie, quel que soit le vœu que vous ayez fait de votre carrière au sein de Sant Andreas. Alors si je puis me permettre, pourquoi avoir hésité à changer les peines quand les commissaires et le shérif vous l'ont demandé ? Eh bien, je vais vous répondre. Du coup, et là, effectivement, la question se pose. Et il faut savoir qu'il y a quelques jours, si vous avez remarqué, une mise à jour des lois a été, mise à jour du calendrier des peines et du tableau des peines a été mise à jour et a été, pour certaines, maintenue, descendue, remontée. Si vous faites des comparaisons, il y a certaines choses. Effectivement, on a baissé, par exemple, typiquement, le port de l'arme catégorie 3, qui a été devenu moins intéressante, plus intéressante de se rendre quand on est porteur d'une arme de catégorie 3 que de tirer sur le flic qui est en face de vous. À l'heure actuelle, juste avant, c'était pas le cas. Effectivement, juste avant, descendez le flic, puis arrêtez avec votre catégorie 3, vous étiez peinard, puisque de toute façon, vous ne vous retrouverez pas. Et vous aviez, de toute façon, si on vous retrouvait, moins de risques à prendre. Donc ça a été un peu, effectivement, étalonné. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, et je ne cacherai pas, M. O'Brien et M. Billups, donc shérif et commissaire, sont venus nous voir pour nous expliquer que un groupe était venu leur expliquer que les peines étaient, en tout cas que il fallait que ça change et qu'il y a des choses qu'il fallait qu'ils changent. Quand on a demandé quoi, la réponse fut c'est pas trop, mais en tout cas il faut que les choses changent. Donc on a pris la décision de baisser les peines déjà pour voir si ça changeait, les récidives et les multirécidives. On va pas rentrer dans trop dans le détail de ça. Par contre, effectivement, je me rappelle qu'à un moment donné, pendant cet échange avec le bureau du procureur, et le procureur général avait demandé au commissaire et au shérif un tableau estimatif de leur côté, et nous on allait faire le nôtre, et puis on allait y travailler ensuite. Pour information, cette partie-là n'a pas été faite, on l'a faite du coup en tête-à-tête avec le procureur général pour le mettre en face. Je ne rejette pas la faute, attention, loin de là, au shérif et au commissaire, ils avaient énormément de travail à faire, des choses à faire. On a pris cette décision de descendre les amiantes comme ça. Peut-être qu'on n'a pas été assez fort sur certaines remontées, peut-être qu'on n'a pas été assez fort sur les descentes. En tout cas, on a fait ça pour voir déjà si la situation allait s'améliorer et si les criminels allaient peut-être un peu plus assumer leurs actes. Alors du coup, moi je vais répondre aussi.
si vous me permettez, monsieur le gouverneur, c'est que on est venu vous voir, oui, il y a eu un groupe qui a parlé, d'autres que j'ai eu au téléphone avec le commissaire, pour vous rapporter qu'il y avait des problèmes. Mais c'était pas la première fois. Vous avez un bureau du procureur qui attendait, donc le procureur général Bishop, qui avait déjà des textes de loi, puisqu'il y avait eu déjà une réunion 2 semaines avant avec l'état-major, le représentant du BE et les représentants de police, pour apporter des informations au bureau du procureur, comme quoi il y avait des lois qui allaient pas. Ça a été remonté à vous, aux dernières nouvelles. Donc je peux pas trop vous laisser me dire que on n'a rien remonté avec le commissaire. Voilà. Attention, je vous parlais juste de la remontée sur les tarifs d'amende dont on parlait. Effectivement, vous m'avez tenu au courant de cette information-là. Je suis allé voir le procureur général Bishop qui m'a informé que des dossiers étaient arrivés sur son bureau. Et c'est une grande partie des dossiers n'étaient pas encore traités ou ramenés. Et dessus, d'ailleurs, on a commencé à y travailler, puisque malgré une campagne, on continue de travailler sur ce genre de choses, parce que c'est important que la ville continue de tourner malgré la campagne. D'ailleurs, c'est pour ça que on est un peu moins présent sur le terrain pour continuer de faire le travail comme on peut. Voilà. On va commencer par une question pour les deux listes et qui concerne de plus en plus de gens aujourd'hui. On commencera par la liste de Monsieur Parnas et de Monsieur O'Brien et ensuite par Monsieur Harkel. La question, c'est qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui pour les nouveaux arrivants? Ce qu'on compte faire pour les nouveaux arrivants, c'est déjà, comme on l'a dit, mettre en place les tickets restaurants, les tickets repas, les différents tickets, réparation. Et d'ailleurs, il faut également rajouter, voire pour faire rajouter un ticket pour les médicaments. On veut les mettre en place dans les mairies. Pourquoi dans les mairies? Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'avantage des mairies, c'est qu'ils connaissent leur comté. Ils le connaissent par cœur et ils sont proches de leur comté. Alors qu'au SAS, on n'a pas le temps d'aller faire nécessairement toujours le tour de l'ensemble des entreprises pour voir ce qui se passe. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire pour les nouveaux arrivants. On veut également pousser les mairies à faire un suivi au niveau des nouveaux arrivants. Ça veut dire quoi un suivi? Ça veut dire de proposer, de les aider dans leur recherche d'emploi. Comment on fait ça? Les personnes qui viennent, on leur pose des questions, on leur demande vous voulez de l'emploi, vous voulez dans quel domaine? Attendez, je peux peut-être vous mettre en contact. Quelques jours plus tard, on les rappelle pour voir un peu ce qu'on peut faire pour elles et de quelle manière on peut faire pour elles. Et ça, l'important, c'est de pousser les mairies pour le faire. Pourquoi? Parce que ce sera plus au SAS que les choses se passeront, mais dans les mairies. Voilà ce qu'on veut faire pour les nouveaux arrivants et de façon très concrète. On veut également, pour les nouveaux arrivants, essayer de mettre un pôle emploi dans le Nord. Alors on sait bien que ce ne sera pas nécessairement acquis, que ce ne sera pas nécessairement accepté, mais dans la vie qui ne tente rien à rien. Si on n'essaye pas de déposer un dossier auprès du gouvernement fédéral pour ouvrir un métier pôle emploi dans le Nord, on n'y arrivera jamais. Et nous pensons réellement tous les deux que mettre un pôle emploi dans le Nord permettrait de dynamiser le Nord, mais aussi de proposer une alternative à la Syrie. Parce qu'au final, à part la Syrie, il n'y a aucun autre métier qui est utilisé. Alors actuellement, les nouveaux arrivants, effectivement, quand vous arrivez, vous mettez votre pied à l'aéroport, au-delà de la joyeuseté de découvrir que vous avez vous avez perdu vos bagages, comme d'habitude. Vous arrivez, vous déambulez dans la ville. Souvent, si vous avez eu un peu du bol, vous tombez sur quelqu'un qui vous dirige vers le SAS. Le SAS vous reçoit, vous transmet vos tickets, vous met au point un peu sur l'ensemble des médicaments, des tickets que l'on vous donne, ce à quoi ça correspond. Et puis, effectivement, on pose quelques questions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous êtes venu pour quelque chose en particulier, etc. Et après, on vous redirige. Au nord, au sud, on vous explique un peu comment fonctionne la ville. Vous avez un tour taxi, d'ailleurs, et on remercie Los Santos Taxi et Monsieur Sasaki à ce sujet-là, parce que ça permet de faire un tour des entreprises et un peu la présentation, le côté guide touristique. C'est un peu sympa et un peu accueillant. Effectivement, le nord manque d'un pôle emploi. Ça peut être une réflexion assez intéressante à faire. Et effectivement, par contre, vous n'êtes pas sans savoir que si vous voulez être livreur de journaux, en général, vous crevez la dalle avant. Livreur de colis, c'est compliqué. Et puis, il y a la Syrie. Et on essaie de trouver des solutions, et il faudrait trouver des solutions pour potentiellement proposer un nouvel emploi, ou dynamiser un peu tout ça. Vous avez aussi deux associations caritatives qui existent. La Fondation Collins, c'est effectivement l'ENA, l'entraide de nouveaux arrivants.
Ce sont deux associations qui sont là pour booster, aider, guider les arrivants dans leurs choix. Chacune ont leur fonction et leur façon de fonctionner qui leur sont propres. Tout ça, il va falloir continuer à publier un guide, à les guider. Après, effectivement, rediriger vers les mairies peut être une bonne idée. Je pense que à l'heure actuelle, la neutralité est assez intéressante. Et après, aux mairies, aux visiteurs d'aller peut-être rediriger plus trouver une solution pour rediriger vers les mairies. Mais à l'heure actuelle, effectivement, le nouvel arrivant est un peu lâché dans la nature. Et si vous n'avez pas des interlocuteurs pour vous rediriger ou des associations pour vous aider, assister, vous êtes un peu perdu. Et ça, il faut qu'on trouve une solution. Peut-être si les citoyens ont une idée, ça sera l'occasion de partager avec l'ensemble des acteurs. Et là, je ne parle pas forcément de ma liste, mais je parle aussi des concurrents, effectivement. Ils seront, je pense, preneurs d'idées à ce sujet-là. Merci, M. Arkel. Alors, on va passer à une première question qu'il y a dans le public. Bonsoir messieurs, bonsoir le public. Sympathique débat. Merci de vous être présenté, ça permet d'avoir au moins deux listes. Alors j'ai une petite question, m'excuserez hein, monsieur Parnas et O'Brien, mais pour monsieur Arkel, monsieur le gouverneur. Il y a 12 semaines, on était l'un contre l'autre. Il y a des promesses qui ont été faites. J'aurais souhaité savoir qu'est-ce qu'il en était. Si vous souhaitiez d'abord, si vous étiez réélu, remplir les promesses d'il y a 12 semaines avant de celles d'aujourd'hui, que ce soit les projets de loi lancés suite aux revendications des employés et des forces de l'ordre avant votre arrivée, qui étaient lancés, où on en est. Suite de vos promesses aussi de la fluidification des procédures, on en parlait lors du débat, des 40 pages, ne serait-ce que du code pénal et de procédure pénale. Suite de la magistrature que vous deviez refaire dans les 12 semaines, est-ce que vous comptez la mettre en place si vous êtes réélu? L'encadrement à la création des partis politiques, et aussi promis il y a 12 semaines. L'amélioration de l'Assemblée avec la deuxième liste élection. Alors est-ce que si vous êtes élu, il y aura M. Parnas ou M. O'Brien à l'Assemblée? Et bien sûr, l'avis des citoyens par référendum. Voilà tout. Merci beaucoup. Alors, effectivement, dit comme ça, non, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et merci de relever. Encadrement des partis politiques, vous avez un code de loi qui est paru et qui encadre les partis politiques, qui permet leur création et leur reconnaissance en tant que telle, avec effectivement un encadrement au niveau des dons pour éviter les abus. Il y aura sûrement d'autres choses à faire. Hein. Effectivement, M. Parnas parlait tout à l'heure de l'encadrement de passage par les partis politiques pour typiquement les élections. C'est intéressant. Après, je suis partisan du fait qu'on ait le droit de pas avoir d'étiquette pour se présenter. Vous avez cité la magistrature. Alors la magistrature, on va tout de suite mettre un point à ce sujet-là. Le problème de la magistrature à l'heure actuelle, c'est qu'il faut que tout soit prêt pour les accueillir correctement. Et malgré les 12 semaines, avec le code toujours ouvert et présent, je pense pas que ce soit faisable. Je pense pas que ce soit faisable parce qu'il y a beaucoup de travail à faire à l'heure actuelle encore au niveau des codes de loi, dont la rénovation des codes. Et puis parce que tout simplement... il faut de la stabilité. Il faut déjà une première stabilité globale pour que notre île puisse s'adapter à son fonctionnement pour ensuite nous permettre une magistrature, quelle qu'elle soit, d'arriver sur l'île. L'association, effectivement, je vous avais dit que ça serait intéressant d'avoir les concurrents à la commission. L'arrivée des mairies a un peu basculé ça, puisque nous nous sommes retrouvés avec un nombre impair. Nous avons 2 mairies qui siègent. Et à l'heure actuelle, si on veut avoir une commission efficace, par contre, et je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Parnas, à ce sujet-là, mais il faut effectivement être un nombre impair. Un nombre pair va casser tous les votes. Il faut trouver donc une entité supplémentaire à rajouter au vote pour y mettre un nombre pair. Donc effectivement là-dessus, on est d'accord, on s'y est pas tenu. C'est les 2 parties sur lesquelles ça n'a pas été fait. Une partie des réflexions de loi et une partie du code du travail que vous aviez soumis d'ailleurs et que vous aviez laissé en suspens a été accomplie, a été intégré, entre autres le droit du travail qui va en opposition au droit de grève. Il y a pas mal de choses qui ont été mises dans les textes de loi et qui ont été modifiées. Et alors, c'est peut-être pas assez pour les gens, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est déjà énorme comme progression que l'on a. Et on continue, on espère pouvoir continuer dans ce sens-là, tout en apportant la stabilité justement pour que certaines choses, dont la magistrature, puissent un jour peut-être arriver. Ce n'est pas une promesse, c'est pour ça que vous ne le retrouvez pas sur le deuxième mandat. Tout simplement parce que c'est très compliqué à mettre en place et je pense que c'est un peu casse-gueule pour notre État à l'heure actuelle d'avoir une magistrature. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit en préambule tout au début du débat, si c'est pas écrit, c'est possible, ce n'est inacceptable à l'heure actuelle sur notre île.
Merci. Oui, j'allais vous proposer de pouvoir répondre sur les points qui ont été évoqués, Monsieur Parnasse. En fait, je vais surtout enchérir sur la magistrature. De manière globale, la magistrature. Alors, on parle pas de juge, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Personnellement, nous, on pense que c'est une stupidité la partie juge, mais l'avocat serait un vrai point intéressant. Le problème, effectivement, c'est pas écrit. Mais le c'est pas écrit, il vient aussi d'un autre problème, c'est que c'est écrit. Le problème, c'est quand tout est écrit et que tout est écrit mot pour mot, que tout est écrit lettre pour lettre. Eh bien, on en arrive au point où il y a tellement de choses qui sont écrites que derrière, en face, eh bien, s'il n'y a pas, c'est écrit. Si c'est pas écrit, eh bien, ça en devient un problème parce que tout le reste est écrit. Si on allège tout ça et qu'on ramène un comportement logique dans les choses, l'exemple basique, c'est pas écrit que vous lavez les mains quand vous avez fini de pisser. Non, tout le monde le fait. Si on retire toute cette partie-là, à ce moment-là, on va gagner du temps et gagner de la possibilité. Avec les textes de loi actuels, je suis convaincu que nous n'arriverons jamais à avoir un système d'avocats. Parce que les avocats qui seront mis en place avec le système actuel, nous aurons simplement des personnes qui vont chercher des vices de procédure. Et c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des avocats qui sont capables de défendre leurs clients, qui sont capables de dire, écoutez, mon client, il a parlé, il a dit des choses. À un moment, monsieur le policier, arrêtez de chercher la petite graine. Il vous a dit des trucs. Et qu'il soit capable de dire en face à son client, arrêtez de l'insulter. Ça sert à rien. Ça n'ira pas plus loin. Cette vraie mécanique-là, elle est importante. Alors je dis pas qu'on la fera. Parce que je ne le dis vraiment pas et qu'on tient nos paroles. C'est pour ça que c'est pas écrit. Et qu'on n'a pas mis dans le texte de loi, dans le programme. Par contre, ce dont je suis convaincu, c'est qu'avec le système actuel, c'est impossible. Merci. On va enchaîner avec une question qui nous a été envoyée également. Pour les deux listes, est-ce que vous avez des intentions particulières dans le domaine de la santé? Thème qui n'a pas été évoqué ce soir. Et je vous laisserai vous manifester pour une deuxième question du public tout de suite après. On va commencer peut-être par la liste de M. Parnasse et M. O'Brien. D'un point de vue système de santé, il faut simplement vérifier avec les différentes équipes que tout fonctionne. Dans les retours que j'ai, moi, dans ma position au Black Hat, je n'ai pas de problème avec le système de santé. Je n'ai pas eu d'écho de patrons qui se plaignent du système de santé. Maintenant, il y a peut-être d'autres personnes qui s'en plaignent pour d'autres raisons. Le problème, c'est qu'on n'a pas les retours, on n'a pas la vision globale. Le shérif ne se plaint pas non plus du système de santé. Donc à partir de là, on en arrive à se dire que mais il faut simplement continuer ce qui est en place actuellement et continuer de les accompagner et de mettre à leur service le système gouvernemental pour qu'ils puissent faire leur boulot au mieux. Ouais, effectivement, plutôt une belle fierté, notre service médical. Je pense que n'importe quel citoyen à l'heure actuelle peut en être fier. Que ce soit le Nord, le BCES, avec une ouverture récente qui a réussi à gérer son ouverture et je pense à fédérer le Nord à ce sujet-là, le Sud, le LSES, magnifique boulot. Les permis, les PPA, etc. sont mis en place. Non, à l'heure actuelle, effectivement, comme dit M. Pernas, pas de retour des patrons, pas de retour du shérif ou autre. Il y a des petits couacs, des petites améliorations à faire peut-être. Mais en tout cas, notre service de santé est un des meilleurs que j'ai jamais pu voir, en baroudant un peu à droite et à gauche. Et j'en suis plutôt fier. Après, effectivement, il faudra simplement continuer comme ça, continuer à les accompagner, à les assister, à leur trouver peut-être certaines choses. Alors, par exemple, vous savez qu'il y a les visites médicales, les contrôles de visites médicales, ça c'est au service du BCES et du LSES. Il faudra peut-être les amener un peu plus à les accompagner là-dessus. À l'heure actuelle, c'est en accompagnement du bureau du procureur. Il faudra peut-être trouver une autre solution. Et ça leur étendra leur activité. Mais en soi, vous avez un beau système de santé, messieurs, dames. Vous pouvez en être fiers. Merci beaucoup. Ça tombe bien que vous parliez des visites médicales. Sachez que pour le moment, avec les lois qui sont en place, il n'y en a eu aucune. Il n'y a aucune vérification de visite médicale depuis l'édition des nouvelles lois qui sont mises en place. Tu la connais pas? Pourquoi? Parce que le bureau du procureur n'a clairement pas le temps La personne là. de s'occuper de ça. Voilà. Pourquoi est-ce qu'un bureau du procureur doit valider que quelqu'un n'a pas sa visite médicale? Pourquoi un agent des forces de l'ordre à l'heure actuelle n'est pas capable de le faire lui-même? C'est une vraie problématique que je ne comprends pas. On était hier soir avec le directeur du LSES, et il nous remontait cet illogisme pour nous, de se dire qu'il faut un bureau du procureur, un membre du bureau du procureur, qui est là pour des cas graves,
s'occupe d'aller voir les entreprises avec un médecin et avec un membre des forces de l'ordre, parce qu'il faut quand même que le membre des forces de l'ordre mette l'amende à la fin. Je n'ai pas compris la logique. Ouais, je vais vous répondre parce que c'est, je crois, moi qui avais fait ce choix-là. À l'époque, quand ça s'était posé, c'était effectivement pour ne pas encombrer les forces de l'ordre d'une tâche de contrôle qui pouvait être un peu coordonnée. Et puis, il y avait accès à certaines informations qui n'avaient pas forcément à lieu d'être au niveau des forces de l'ordre. Entre guillemets, quand vous avez accès à votre visite médicale, vous avez accès aux documents d'identité et autres. Alors, les forces de l'ordre ont clairement le droit d'y accéder, mais il y avait certains, entre autres le secret médical, qui pouvait être un peu gênant. Donc, c'était pour ça que le bureau du procureur avait été choisi pour le faire. Et c'était une époque où il y avait peut-être un peu plus de calme. Si c'était à refaire, peut-être que effectivement, on le modifiera en réponse d'ailleurs au directeur qui m'en avait parlé récemment et à sa co-directrice. Merci beaucoup. On va passer à une question du public. Bonsoir et merci pour ce débat. Ma question s'adresse un peu plus à la liste Parnasse O'Brien, mais Monsieur Harkel prévoit également une refonte des lois dans son programme. Donc si il a quelque chose à ajouter, on sera preneur évidemment. Vous parlez du coup, messieurs Parnasse et O'Brien, d'une refonte totale du système de loi, et il y a particulièrement un des codes de loi qui concerne la majorité des habitants de San Andreas, c'est le code des entreprises qui, même si vous dites que ça sert à rien de tout écrire, etc., garantit quand même une protection aux salariés et stipule des règles. Du coup, je voulais savoir quelle est votre vision par rapport à ce code des entreprises qui n'est loin d'être parfait, on sera tous d'accord là-dessus. Est-ce que vous avez déjà des pistes sur ce que vous voulez faire dans cet axe-là? Et si Monsieur Harkel aussi veut réagir après, il sera le bienvenu. Comme vous le savez, ça fait 1 an que je suis représentant des patrons. Oui. Donc, très très clairement, la vision employée, je vais pas vous mentir, je l'ai pas. Par contre, ce que je sais, c'est que vous avez des représentants syndiqués qui créent une commission, et cette dite commission, on a vu d'ailleurs cette semaine-ci, a élu des représentants dans cette commission. Il est hors de question de sortir un texte de loi pour la gestion des entreprises sans en avoir consulté et avoir discuté de tout cela avec le représentant des patrons et le représentant des employés. Mais je pense que la logique, elle est globale sur l'ensemble des choses. Nous n'allons pas sortir des nouvelles lois, des nouvelles amendes, sans en avoir parlé avec le commissaire et le shérif et le chief. C'est normal. Nous n'allons pas revoir, le cas échéant, la question des quotas pour les park rangers sans en avoir parlé avec eux. C'est essentiel, cette communication. Sans cela, eh bien, on va taper dans le faux. Encore une fois, nous n'avons pas la science infuse et les personnes qui vivent au quotidien les choses sont là pour nous pousser à les défendre. Donc oui, nous reverrons le code des entreprises et oui, il y aura des aménagements qui seront faits et ceux-ci seront discutés avec le syndicat employé et le syndicat patron. Je vais rebondir rapidos. Effectivement, un code de loi ne se modifie pas sans ses acteurs. Faut continuer comme ça. Effectivement, le code des entreprises est garant d'un certain équilibre entre l'employeur et l'employé. Maintenant, je pense qu'il y a des choses qui pourraient être un peu réduites à ce sujet-là. Et de toute façon, effectivement, là, dans ce cas-là, quand on va toucher à ce genre de choses, ça ne se fera pas sans passer justement par les commissions distinctes, comme le dit Monsieur Parnasse. Réduire refonte d'un code de loi ne veut pas dire forcément réduction. Alors effectivement, Monsieur Parnasse disait qu'il y avait énormément de pages dans certains codes, le shérif O'Brien aussi, et j'en suis d'accord, il y a des codes pourraient réduire à peu près de moitié. Néanmoins, effectivement, il y a des choses qui ne se réduisent pas et qui ne peuvent pas être réduites. Maintenant, à un moment donné, on l'a tous dit à l'heure actuelle, depuis le début du débat, c'est au bon sens de chacun. Et c'est à la capacité de chacun, à un moment donné, de lâcher du lest sur certains points. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où les représentants, patrons, employés, services publics, privés, vont continuer à travailler comme c'est le cas à l'heure actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de lest qui pourrait être lâché et simplement une ligne ou deux ou simplement un décret pourrait être passé pour faciliter et permettre aussi des modifications. À l'heure actuelle, on va pas se le cacher, hein, s'il y a des modifications à faire sur des textes de loi en temps et en heure, il faut
sacrée quantité de diplômes et de sens de la compréhension pour certaines lois. Et même moi, des fois, ça me dépasse un peu, certaines lois qui ont été écrites, parce qu'il faut que je m'y reprenne à 2 ou 3 fois pour les lire. Donc ça, c'est pas possible, et il faut effectivement pouvoir les soulager. Mais rassurez-vous, je pense que certains codes sont pas forcément voués à subir une révolution, mais simplement à être évolués, amincis peut-être, suivre un régime, mais sans plus. Et tout le temps faisant avec bien sûr les commissions et les acteurs désignés. On va continuer avec une question de la messagerie entreprise. Si des gens parmi le public qui souhaitent à nouveau poser une question, n'hésitez pas à vous manifester pour que notre journaliste vous donne un micro. Donc la question que nous avons reçue est pour Monsieur Harkel. Quel est votre plan afin de faciliter la réinsertion sociale des citoyens qui ont fauté? Alors, c'est une question qui se pose, et je crois que je me l'étais déjà posée à une époque. À l'heure actuelle, un citoyen qui faute, qui est nul dans le casier, va devoir attendre ces fameux 30 jours pour pouvoir, dans certains cas, reprendre une activité normale ou que ce soit oublié. C'est le fameux droit à l'oubli. Et puis, dans le cas où vous faites des crimes très graves, c'est un peu plus long. Mais un citoyen, ça nous est déjà arrivé d'avoir des citoyens qui voulaient travailler et de se retrouver bloqués, que ce soit par une entreprise ou ne serait-ce que par la peur du jugement d'avoir fait un truc. Si on travaille, et comme le dit le programme, sur une réinsertion, c'est de trouver une solution entre justement les commissions employeurs-employés, avec les forces de l'ordre, avec le bureau du procureur. C'est une grosse table ronde qu'il faudrait organiser pour trouver une solution. Et c'est sur le volontariat. Ce n'est pas à nous de l'imposer, c'est aux citoyens qui le souhaitent de pouvoir venir faire cette démarche. C'est une démarche personnelle qui est propre aux citoyens. De venir, de dire voilà, moi à un moment donné, j'ai fait ça, j'aimerais me racheter, et de trouver une solution. Cette solution passera sûrement par un contrat ou une embauche, avec des conditions qui soient propres, avec se tenir clean, et d'un côté un accompagnement des employeurs pour trouver une solution aussi, et peut-être les intéresser à ça. Je garantis pas qu'on arrive au bout de ce projet, mais effectivement c'est un projet qui est intéressant de pouvoir solutionner. On a beaucoup de petites criminalités, je veux dire ça comme ça, pas dans le sens où débat, mais d'une criminalité naissante, de primo-criminels, qui ont peut-être finalement fait ça et qui veulent faire autre chose, et se retrouvent bloqués dans une vie sans fin à ce sujet-là, et il faut qu'on puisse les accompagner pour leur retrouver une rédemption. Merci à tous. On va pouvoir prendre la question du public. Alors, ma question est pour vous, Monsieur Harkel. Vous avez dans votre programme actuel, et je reviens dessus, la réinsertion et le travail d'intérêt général. Je reprends vos termes, que ce soit en partenariat avec les entreprises ou les services publics, c'est surtout le service public qui m'intéresse. Là-dedans, nous souhaiterions permettre aux volontaires qui le souhaitent une solution afin de réintégrer la société. Ce soir, vous dites que vous vous êtes rendu compte que la magistrature, c'est casse-gueule, je reprends votre terme. J'en déduis donc que vous n'avez pas réfléchi avant d'établir votre programme actuel. Du coup, est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité que représente votre idée de la réinsertion et du travail d'intérêt général dans un service public où des gens auraient accès à des données sensibles concernant l'ensemble des citoyens de l'île? Merci. Je vais vous répondre pour les services publics. Les informations se sectorisent, se donnent ou non. Vous avez certaines personnes, typiquement les SAS, qui ont des postes qui ne nécessitent pas forcément le transit d'informations. C'est pour ça qu'on parlait de travail, et à partir de ce moment-là, il y a aussi les outils métiers qui peuvent évoluer dans ce sens-là. Quand vous travaillez dans les services publics, en général, vous n'avez pas forcément la nécessité d'avoir accès à toutes les informations. C'est simplement la manière dont vous allez partager l'accès aux informations pour permettre à quelqu'un de ne pas travailler avec tous les outils. Je prends par exemple, à un moment donné, il y avait, je crois, aux anciens SEMS, il y a longtemps, quand vous arriviez, que vous étiez entrant et en gros vous arriviez pour débuter en médecine, vous n'aviez pas accès à toutes les informations.
et vous passiez par quelqu'un d'autre pour avoir ça. Bah, c'est un peu ça, en fait. C'est que il y a des informations, vous n'êtes pas obligé de le faire. Que ce soit de l'accueil. Il n'y a pas que ça, mais de l'accueil, de l'accès aux primo-soins, par exemple pour les services médicaux, recevoir les citoyens au LSAS, nécessite pas forcément d'avoir accès à des informations sensibles. Les informations sensibles, s'ils y ont accès, c'est que c'est vous qui leur donnez accès. Pas vous, les citoyens, mais que la personne qui a embauché ces personnes et qu'elle doute de l'accès à l'information, c'est qu'elle lui partage des informations qui sont sensibles. Vous pouvez ne pas tout partager avec votre employé. Vous pouvez catégoriser, vous pouvez échelonner les accès aux informations. C'est faisable quand vous êtes patron et quand vous êtes directeur de certains services publics. Donc à partir de ce moment-là, c'est faisable de recevoir quelqu'un et de l'embaucher. C'est juste qu'il ne fera pas 100% du métier. C'est pour ça qu'il faut travailler avec les acteurs sociaux de notre île. Mais c'est faisable. Je me permets, mais c'est quelque chose qui a déjà été essayé, réessayé et réessayé. Monsieur Mactillan, à l'époque, donc il y a 1 an, tout bonnement, avait ça comme projet. La problématique, c'est que si vous sectorisez, comme vous le dites, les informations, et si vous sectorisez le travail, nous avons alors des personnes qui ne sont pas égales dans une entreprise. Et pourtant, c'est important. Un être humain, reste une personne égale dans une entreprise. Et une équipe, ça se constitue en ayant des personnes face à face qui sont les mêmes. Si on les divise de base, si on divise nos employés, eh bien à ce moment-là, on se retrouve avec des groupes l'un à côté de l'autre. Et pourquoi est-ce que quelqu'un devrait être différent, devrait avoir moins d'informations, devrait pouvoir travailler moins, faire moins de choses? Je pense que à l'heure actuelle, nous avons plusieurs entreprises qui acceptent les petits délits, qui acceptent de tendre la main aux personnes. Ça existe, il y en a. Il y en a qui ne le font pas, il y en a qui le font. Et c'est très bien, et c'est une très bonne chose. Donc au final, on va légiférer, on va mettre du papier encore, sur des choses, alors que c'est déjà en place. Je vais répondre quand même. Le but, c'est pas forcément de légiférer, d'écrire des codes de loi. Évidemment, c'est de trouver une solution pour aider et des accords avec le bureau du procureur, etc. C'est plutôt des accords, en fait. Effectivement, M. Mactillan avait testé et comme vous l'avez déjà dit à maintes fois, ce qui s'est passé il y a 1 an a changé, l'île a changé, elle a muté. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il faut une révision des codes de loi. Et ça peut être intéressant de s'y repencher à nouveau avec un accompagnement. Justement, pourquoi pas, avec potentiellement dans certains services publics la possibilité de prendre ces personnes, qui font la démarche de vouloir réintégrer. Et puis derrière, effectivement, c'est pas parce que vous donnez accès à un dossier à quelqu'un et pas à une autre que la personne est diminuée. Moins, c'est la manière dont elle est intégrée dans l'entreprise et dont l'entreprise va l'intégrer, elle va lui faire sentir partie d'une communauté. C'est pas parce que vous n'avez pas accès à tout que vous n'êtes pas membre d'une communauté. Je suis pas d'accord. Je peux pas être d'accord avec vous. Si vous vous retrouvez avec quelqu'un et vous lui demandez de faire quelque chose et puis 2 secondes plus tard il vous fait non, je peux pas le faire, ça peut pas marcher. Il va y avoir une différence. Quoi qu'il se passe, quelle qu'elle soit, elle sera là. Il faut juste l'acter peut-être, hein. Il faut juste l'accepter. Mais c'est dommage de devoir en arriver là. Je vais prendre un exemple, on va prendre les SES. Parle pas forcément là, mais à l'heure actuelle, vous arrivez, un résident ne vous opérera pas de grave trauma comme un médecin, et pourtant c'est pas pour autant qu'il en est diminué, il est digne, fier des services publics et digne médecin. C'est à peu près exactement ça, en gros. C'est que on n'attend pas forcément de tout. À une époque, on avait des employés qui n'étaient pas. Je savais que j'avais un jeu de mémoire. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, hein, ça remonte à très loin. Mais j'avais un employé chez Ron qui n'était pas forcément capable de faire certaines actions. Pourtant, on l'a recruté, on l'a laissé faire. Alors après, ça ne lui a pas convenu, il s'ennuie, il est reparti. Mais voilà, on a pu lui permettre. Ça se teste, ça se réfléchit. C'est une réflexion à ouvrir là-dessus, voir comment on peut faire. Oui, mais à l'époque, vous étiez patron de Ron. Pas membre du LSE,
des EMS, LSES, excusez-moi. Et ça c'est une grosse différence. C'est qu'il y a des informations beaucoup plus sensibles sur tout un chacun. Quand on est résident, on a accès au dossier. J'ai pas nécessairement envie que tout le monde voit mon dossier, ni qu'il circule. Et je pense que c'est compréhensible. Et beaucoup seraient ici en train de se dire, bah non, mes différentes fractures, mes différentes maladies, pas intéressant. Oui, on est d'accord. Puis après, à la limite, on passera à une autre question si vous écoutez. Mais... Alors, je vous interromps juste 2 secondes, mais effectivement, il y a quelqu'un qui nous a envoyé sur la messagerie entreprise concernant la réinsertion dans le service public. Il est déjà arrivé dans le passé que quelqu'un quitte un service public avec des données confidentielles dans le but de les fournir à des criminels. Ne risque-t-on pas que ça recommence? Ah, effectivement, tiens, on va continuer là-dessus. Mais vous me parliez mais rien n'empêche de ne pas donner l'accès à l'information du dossier médical, mais par contre d'être avec un médecin ou de simplement faire l'accueil, le tri des patients, le tri des soins, les pansements. Nécessite pas forcément l'accès à des dossiers, à des données. Il y a des choses, et c'est pour ça que je dis que c'est une piste de réflexion et que c'est important de le prendre comme tel, c'est que je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire dans ce sens-là. Voilà. Et effectivement, la fuite d'informations, mais ça, c'est quelque chose qui est on va dire un fléau un peu. Vous avez souvent des informations qui transitent ou qui ont transité par le passé dans une sortie de service public. Et même dans le service de certaines entreprises, on a eu des informations privées qui sont sorties. Ça, effectivement, c'est une lutte quotidienne et là-dessus, il faudra un jour qu'on trouve une solution. On va rebondir sur une question qui a été posée aussi sur la messagerie du Weasel, qui va être pour les deux listes. On commencera par vous, Monsieur Arkel, qui concerne le temps d'ouverture du LSAS. On a pu voir que le LSAS a été difficilement ouvert sur les dernières semaines. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à même de prendre un engagement là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui sont étudiées et idem pour la deuxième liste? Est-ce que c'est une chose qui va vous importer? Il est important que le citoyen puisse à n'importe quel moment aller au LSAS et trouver une réponse. Alors, effectivement, je ne vais pas dire jour et nuit, parce qu'à un moment donné, il faut que certains dorment, et puis on n'a pas tous des horaires. Je sais que certains citoyens ont des horaires décalés, et malheureusement, on n'aura pas forcément une réponse universelle à ça. Effectivement, vous le faites remarquer, Monsieur Clinton, à un moment donné, on a au LSAS, et ces dernières semaines, pas la possibilité d'ouvrir tout le temps. Nous avons des membres du SAS qui ont quitté l'entreprise, on va l'appeler comme ça, le gouvernement. Nous avons un gouverneur adjoint, Catardo, qui à mon avis, va nous prendre 6 semaines de vacances minimum. Et si c'est pas le cas, je le forcerai en le mettant à l'avion moi-même. Il est arrivé au bout. Il a presque, je crois, 6 mois de LSAS dans les jambes. Je pense que c'est plus un marathon à ce niveau-là. Voilà. Au niveau de l'engagement, effectivement, il est simple. Je continuerai à travailler avec des assistants qui pourront ouvrir le SAS justement et les recevoir. Moi, en général, je suis présent 4 à 5 soirs minimum, plus 1 à 2 journées dans la semaine pour pouvoir travailler. Effectivement, c'est un choix. C'est un choix de faire comme ça. Et avec Eliana, je sais que la plupart du temps, l'après-midi et le soir pourraient être couverts. Le matin sera un peu plus problématique, mais pour ça, justement, on a des équipes qui peuvent travailler dans ce sens-là. La plupart des questions auxquelles les assistants peuvent répondre quand vous venez au LSAS, au-delà quand ça traite des informations très spécifiques, sont accessibles à leur portée pour pouvoir vous répondre. Après, il y a certaines choses comme la facturation de vos impôts, de vos taxes, peuvent être faites que par le gouvernement. Mais dans ce cas-là, la plupart du temps, ils nous transmettent l'information et on vous recontacte au plus vite pour le faire. Voilà. Le principe va pas changer. Eliana sera fraîchement disponible. Là-dessus, je me fais pas de soucis. Et puis, l'équipe autour pourra prendre le relais à ce sujet-là, que ce soit Madame Flore Vega Waters, si elle souhaite re-signer, ou les personnes qui postuleront, permettront au LSAS d'être maintenu ouvert le plus possible. Et d'ailleurs, je pense que tout au début, dans les premières semaines du mandat, on va dire les 7-8 premières semaines du mandat, le taux d'ouverture était plutôt assez bon. En tout cas, j'ai pu voir.
Merci, monsieur Parnasse. Je vais pas parler tout seul, donc je laisserai un peu la parole quand même, monsieur Brian. Bien sûr. Mais même si c'est sans doute moins son fort et qu'il est plus un homme d'action, je pense que beaucoup l'ont vu en tant que shérif et ça se voit. Le LSAS n'a pas vocation à être un service d'accueil. Je pense que vous l'avez tous compris. Notre objectif, il est de renvoyer vers les mairies la première ligne. Notre objectif, il est de permettre aux mairies de commencer à répondre aux premières questions. Et s'il y a des problèmes, de remonter vers le LSAS. Donc oui, effectivement, si on retire les assistants, si on retire les conseillers, il y aura moins d'ouverture au LSAS. Mais ce ne sera pas nécessairement nécessaire, vu que l'objectif est de travailler en équipe, de travailler en commun avec la mairie Nord et la mairie Sud. À partir de là, les seules choses qui seront extrêmement nécessaires, c'est le paiement des contrats. Et ça, je pense que nous n'aurons aucun problème de convenir avec les différents patrons de moment où on règle les contrats. Deuxième chose, si on utilise moins la sonnette du LSAS, on utilisera également plus l'application textuelle. Ça permettra de l'utiliser comme un vrai répondeur. Et derrière, de pouvoir répondre aux questions le cas échéant. Et puis, sincèrement, il faut avouer une chose, vous nous connaissez un petit peu, quoi, surtout moi, pour ceux qui étaient dans le Nord. Je suis pas du genre à rester dans un bâtiment. Donc, je pense que vous préférez tous avoir un gouverneur et un vice-gouverneur qui viennent au devant des citoyens sur les entreprises que rester ici à attendre qu'une personne arrive. Donc, voilà. Vous nous verrez assez souvent, mais en dehors et pas qu'au LSAS. On enchaîne avec une dernière question peut-être du public. Bonjour. Du coup, j'avais plusieurs questions. Qui va écrire les lois? Parce qu'en fait, j'ai entendu par les forces de l'ordre que la loi était régie par par les procureurs. Par la suite, par qui seront régies les lois, par qui elles seront validées et par qui elles seront appliquées. C'est aux deux parties. À moins que vous vouliez y aller, shérif, je vais déjà résoudre la partie rédaction. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est le gouvernement qui relie les lois. Sauf si M. Parnasse veut revoir ça, ça sera le cas. C'est le bureau du procureur qui en est garant de sa conformité et qui en est garant de son application avec les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est le SAS, le gouverneur adjoint, et ensuite on se concerte avec les différents acteurs, et ça, quelles que soient les listes, en général, c'est le cas pour la rédaction et la mise et la publication. D'ailleurs, le procureur général et moi, on s'est vu pas mal de fois jusqu'à pas d'heure, et vous avez des publications d'heures de lois qui ont été faites à des heures improbables des fois, c'est parce qu'on est travaillé juste avant là-dessus. C'est le gouvernement, c'est le gouverneur à l'origine qui écrit les lois, le gouverneur adjoint, et puis après c'est le procureur. Le procureur, lui, n'est que là pour appliquer et vérifier à la conformité. Il est garant de la qualité de la loi et pas de sa rédaction. Voilà. Je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à rajouter. De toute façon, la question est purement technique. Elle ne demande pas d'un choix de la part d'une liste ou d'un positionnement. À l'heure actuelle, la façon dont les choses se passent sont très claires. Le gouvernement et son équipe écrit les lois. Elles sont vérifiées par le bureau du procureur, vérifiées qu'elles sont conformes à la loi existante et qu'il n'y a pas de couac dans celle-ci. Et ensuite, elles sont appliquées avec le bureau du procureur et les différentes forces de l'ordre. Il y a pas plus à répondre à cette question. Du coup, j'en ai une deuxième. Ah bah attendez, je finis juste pour vous dire, pour mettre quelque chose au point, pour donner à peu près une idée. Le procureur, et pour bien faire le point sur le garant de la loi du côté du bureau du procureur, le bureau du procureur vérifie que la loi est fonctionnelle, que la loi ne va pas permettre certaines choses. Par contre, le bureau du procureur n'est pas là pour dire si la loi est mauvaise et s'il faut, dans sa construction. Je vais prendre un exemple très bête. Si un jour un gouverneur a envie d'écrire une loi expliquant que toutes les voitures doivent être jaunes, le bureau du procureur va lui répondre « Ouais, alors attendez, oui, mais à un moment donné, c'est un peu con votre loi.
Ouais, mais est-ce qu'elle est illégale? Non, on peut la publier. Donc attention, le bureau du procureur ne peut pas forcément publier que des lois intelligibles, on va dire, ou intelligentes, entre guillemets. Il vérifie juste qu'elles soient conformes. Je voulais juste préciser là-dessus parce que c'est important aussi. Il me semble que c'est exactement ce que je viens de dire. Mais je peux me tromper. Néanmoins, je vous remercie de m'avoir rappelé cette petite phrase que j'ai effectuée. Et effectivement, ce serait très sympathique que l'ensemble des voitures sont jaunes. Mais d'un point de vue technique, effectivement, le bureau du procureur n'aura strictement rien à dire sur tout cela. Néanmoins, je la ferai pas. Hein. Ah bah je l'attendais, dommage. Cadeau. Du coup, pour la deuxième question, donc pour les erreurs commises par les forces de l'ordre, comment un citoyen, un criminel, un petit criminel, enfin peu importe, comment pourra-t-il se défendre sur les faits et au moment des faits, et pas 25 semaines après ou devoir avoir recours à aller voir plusieurs personnes différentes, on ne sait pas trop où se diriger. Comment on va pouvoir se défendre? Est-ce qu'il y aura des personnes mises en place pour qu'on puisse se défendre avec eux, qui connaissent la loi? Non, on en revient à la question sur la magistrature, on est bien d'accord. Finalement. À l'heure actuelle, ceux qui vous défendent, et ça va paraître bizarre, hein, mais c'est le bureau du procureur et les forces de l'ordre. Ils ne sont pas là pour vous enfoncer. À partir du moment où c'est une coopération aussi des deux côtés, contrairement à ce qu'on peut croire. À l'heure actuelle, comme on l'a abordé, la magistrature telle qu'elle, effectivement, pourrait être intéressante plutôt pour la partie échange et protection. À l'heure actuelle, on a tous remarqué, je pense, qu'une grande partie des gens connaissent les codes de loi. S'il y a une refonte, on verra. Ah, monsieur Barnas? Il est souple sur les appuis. Oui, et donc, du coup, effectivement, là-dessus, il faudra voir. Mais si vous parlez de la magistrature et que vous voulez revenir sur le sujet de la magistrature, je pense qu'on s'est déjà étendu tous les deux sur le sujet. À l'heure actuelle, dans l'état des codes de loi, c'est difficile. Il va falloir faire des choses un peu plus poussées et refondre le code de loi pour les inclure. Mais vous êtes défendu par le bureau du procureur, vous êtes défendu par la police, malgré tout, même si c'est eux qui vous arrêtent. Techniquement, ils sont là aussi pour vous défendre et mettre la juste cause. Et si vous n'en êtes pas en adéquation, à l'heure actuelle, vous avez la possibilité de faire un recours, que ce soit auprès du bureau du procureur, si la force de l'ordre vous a pas mis la peine qui vous convient. Et ça, je l'ai toujours dit, faut pas hésiter. Ou le gouvernement, si c'est, à l'heure actuelle, le bureau du procureur qui vous met une amende qui ne vous convient pas. C'est déjà arrivé, ça s'est déjà vu, et ça s'est déjà solvé, soit dans la raison du déposant, soit rejeté ou non, cassé, on va dire que la décision a été cassée, mais ça s'est déjà vu. Donc vous avez déjà des protections. Alors c'est des protections d'après, mais vous avez des protections qui existent. Et puis un jour, si effectivement vous avez les avocats, pas les juges, on est bien d'accord, mais les avocats, vous avez effectivement une protection qui arrivera supplémentaire. Mais en l'état, c'est pas faisable. À l'heure actuelle, comme l'a dit monsieur le gouverneur Arkel, il y a déjà des procédures qui sont mises en place pour pouvoir porter plainte contre les forces de l'ordre, le cas échéant, s'il y a des problèmes qui ont été constatés. À partir de ce moment-là, les procédures n'ont qu'à être appliquées et doivent être appliquées jusqu'au bout des choses. Encore une fois, c'est une question qui est très technique, qui est très pointue et qui ne demande pas la mise en place de quelque chose ou de quelque chose d'autre. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, oui, effectivement, je suis convaincu qu'avec les textes de loi actuels, il est impossible de mettre en place un quelconque service d'avocat. Néanmoins, si on change les choses, je pense qu'un jour, il sera possible de le faire. Mais si on continue dans la mouvance dans laquelle on est, avec de l'écrit, de l'écrit, de l'écrit et encore plus de paperasse, jamais on n'y arrivera. Je rajoute parce qu'il ne faut pas l'oublier, vous avez aussi l'enquêteur interne. Hein. On ne l'a pas cité tant qu'on est tous les deux, mais vous avez l'enquêteur interne qui est aussi garant de votre protection après coup, s'il y a des abus qui ont été faits. C'est peut-être la seule différence sur laquelle on a une réelle opposition, c'est que de notre côté, le rôle de l'enquêteur interne, de la façon dont il est formulé à l'heure actuelle, n'est pas intéressant et n'a pas de plus-value. Il aura une plus-value s'il est rattaché directement, ici il est là au service du bureau du procureur, dans l'équipe du bureau du procureur, au bureau du procureur en tant que tel, le lieu physique.
On va s'arrêter là, je pense. Merci à toutes et à tous pour l'ensemble de vos questions, que ce soit par le biais de la messagerie entreprise ou directement en prenant la parole ce soir. Nous espérons que ce débat a pu vous éclairer dans votre choix. Avant de clôturer cette soirée, nous vous proposons, Monsieur Harkel, Monsieur Parnasse et Monsieur O'Brien, de vous adresser rapidement et une dernière fois à l'ensemble des citoyens de San Andreas. On va commencer par la liste de Monsieur Parnasse et Monsieur O'Brien, et puis on terminera par Monsieur Harkel. Je pense que, pour conclure, vous l'avez vu, il y a des différences. Il y a des vraies différences de point de vue. Il y a une liste qui vous propose de continuer dans ce qui est fait maintenant depuis presque un an et de continuer dans cet axe-là. Il y a une autre liste que nous sommes qui vous propose de changer réellement les choses, d'apporter un vrai changement et de retourner l'ensemble du système législatif de la ville. Le retourner pour le réécrire, pour l'amincir et pour réussir enfin à avoir de moins de paperasse. Cet exercice ne va pas être simple, mais il doit être fait. Il doit être fait pour apporter des nouvelles choses et pour ouvrir des possibilités à tout un chacun. Et on tient à remercier les services publics, forces de l'ordre, EMS, Wizen News et Monsieur le Gouverneur pour le débat. Et de mon côté, effectivement, tout ce que je peux vous dire, c'est effectivement notre vision, c'est un peu de stabilité, c'est de la stabilité sur le long terme, en tout cas pour permettre à l'ensemble des acteurs de la ville de pouvoir avoir un même mouvance et quelque chose dans la continuité. Alors la continuité ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de changement, on ne veut pas dire forcément pas de refonte ou autre, on est bien d'accord, on en a parlé. Mais effectivement, à un moment donné, peut-être que arrêtons de faire des virages à 180, des virages à 90 d'un gouvernement à un autre. Il y a des changements qui ont été faits à chaque gouvernement à l'heure actuelle, et ce depuis un an, à part le gouvernement Billups. Aucun gouvernement ne s'est reconduit à l'heure actuelle sur l'île, n'a réatteint l'objectif de se faire réélire, ou ne s'est simplement même pas représenté, et ce qui n'a jamais permis à l'île à l'heure actuelle d'avoir une stabilité et une constance au moins sur 2 mandats qui permettent de mettre un travail complet sur la table. On jugera de la qualité du travail, mais un travail complet, avec effectivement maintenant une refonte des lois, ce genre de choses qu'on va vous proposer. Et c'est surtout, voilà, c'est de se dire, est-ce que l'île n'aurait pas besoin un peu de se poser pendant 24 semaines au global pour avancer et pour se stabiliser. Et à partir de là, on va pouvoir faire des travaux de fond, puisqu'on a déjà des outils qui travaillent, alors on a déjà les outils en place, et on va pouvoir continuer, améliorer, refondre, rénover. Et à un moment donné, il faut qu'on soit stable et qu'on arrête de zigzaguer. Et effectivement, je rejoins O'Brien là-dessus. Merci Weasel News, les forces de l'ordre, les services médicaux pour la sécurisation, pour l'aide en cas de maladie et pour l'organisation du débat. Merci à vous. Et merci à tous les citoyens d'être venus pour assister et de venir poser vos questions, que ce soit via la messagerie ou dans le public. Merci à tous. Merci aux deux listes. C'est ainsi que s'achève cette soirée de débat. Merci aux candidats d'avoir accepté d'y participer. Merci, et je vais y aller de mes remerciements aussi, aux membres des forces de l'ordre qui sont rendus disponibles pour sécuriser les lieux. Merci aux médecins présents d'avoir supervisé l'événement afin d'éviter tout incident. Merci encore au public pour la participation lors des questions citoyennes et aux questions qu'on a reçues aussi sur la messagerie. Vous pourrez retrouver la retransmission en intégralité de cette soirée sur le site internet du Weasel avant l'ouverture des bureaux de vote. Bonne soirée à toutes et à tous, et n'oubliez pas, lundi 25, mardi 26, allez voter. Allez voter.